Nous sommes en retard dans le pays, c'est exactement parce que nous avons un état d'esprit très tourné vers l'individualisme. Donc toutes les routes secondaires posent problème. Il faut s'imaginer prendre que la capitale, l'amener ailleurs. Il a dit fait une sortie médiatique. On évolue. 2, 3, 4 jours après, on fait un rétropédalage pour vérifier. On vérifie. Quelles sont les institutions budgétaires, tout ça. Donc nous avons l'incivisme routier de la part des conducteurs de véhicules. Nous avons les routes secondaires qui n'existent plus et aussi la police de circulation routière y est aussi pour quelque chose. On va y revenir. Vous trouvez des responsables de la République avec des armes achetées avec l'argent des contribuables qui sont sur l'essence interdit en train de menacer les citoyens qui sont sur la bonne voie. Et vous avez ce responsable-là, il est adossé à son siège de derrière, toujours au téléphone. Qui ne dit mot. Il dit, non mais il est tout content. C'est aussi ça une jouissance. Il y a lieu d'organiser le recensement et penser la deuxième vie. Une seule route reliant l'Est à l'Ouest, je parle du boulevard, et pourtant rien que sur la rivière Ndjili. Mais on peut poser 3-4 ponts. 2 ponts vers Petro-Congo, 2 autres au-delà de Ndjili Brasserie, de façon à relier les centres-villes. Je crois qu'avec la construction du rocade, ça va faciliter la tâche. Ça va faciliter, mais en attendant, il n'y a pas de solution immédiate. Ok. C'est un casse-tête qui continue. Très bien. Nous allons suivre ce dossier. C'est la raison, le bien fondé même de cette émission, en toute vérité, parce que nous sommes là pour dire la vérité et rien alors que la vérité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission En toute vérité. L'actualité internationale relance une fois la question du respect du droit international et de la souveraineté des États. D'un côté, l'enlèvement du président Nicolás Maduro, une opération qui divise déjà l'opinion mondiale et soulève des interrogations. Et de l'autre côté, la situation sécuritaire persistante dans la partie est du pays où Kinshasa continue à accuser le Rwanda de ne pas respecter les engagements de Doha, 2 crises, 2 régions, mais une seule question plutôt centrale, c'est le droit international. Est-ce qu'il est appliqué de manière équitable ou selon les intérêts des puissances? Autre question qui sera débattue dans ce plateau, ça sera la reprise de la gestion par l'État congolais de l'hôpital du Cinquantenaire. Vous savez que l'État congolais a repris cet hôpital 12 ans après. Pour quelle perspective après la gestion indienne? Le dernier sujet s'étendra sur le lancement officiel de la plaque d'immatriculation minéralogique lancée par la Direction générale des impôts. Quelle sera l'opportunité? Vous savez que la majorité des Quinois ont presque tous leur plaque. Et pour en parler, ce soir, je ne suis pas seule sur ce plateau. Comme d'habitude, nous allons retrouver nos experts maison. À ma droite, j'ai Cédric Kenina à qui je dis bonsoir. Bonsoir, Madame Anita Louambois, mais aussi à nos téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde. Le grand Mufwenge, bonne année à vous. Bonne année, madame, et bonne année. Est-ce qu'il faut dire à cela bonne année? Je pense aux nombreux compatriotes qui habitent les 2 provinces martyres, Nord et Sud Kivu, et pourquoi pas l'Ituri. Voilà, Edith Chala, je vous retrouve encore ce soir. Merci. Comme d'habitude. Merci Anita, parce que c'est le début de l'année et c'est la routine. Merci à nos téléspectateurs et bonne année à chacun. John Wabika, bonne année 2026. Merci Anita, merci également aux dames et messieurs qui nous suivent à travers le monde. En fait, le meilleur pour l'année 2026, surtout des paix pour le Congolais. Voilà, avant d'entrer dans le vif du débat, vous le savez, je tiens d'abord à rendre un hommage mérité à un grand journaliste, un historien passionné de vérité et d'histoire dont l'engagement intellectuel a marqué cette émission En toute vérité. Fin analyste et intervenant rigoureux, Médard Mbouyal Mangal, vous l'avez connu, a su éclairer le public par ses prestations ici dans cette émission. Son héritage intellectuel restera pour nous un héritage, n'est-ce pas, le grand Mufwenge? Tout à fait, c'est dans un climat presque lugubre, Anita, que je prends parole pour parler de notre confrère, notre directeur, un aîné. Il s'agit de Médard Mbouyal Mangal, que j'ai côtoyé personnellement. Je parle de Médard en 3 moments. D'abord, Médard comme journaliste. Je retiens de lui l'idée que c'est un journaliste méticuleux, exigeant,
qui savait allier pratique professionnelle et déontologie. Je l'ai côtoyé sur le terrain de la production. À l'époque, je co-présentais l'émission Perspective économique avec lui. Et c'est là où je sentis la rigueur, les exigences de l'homme en termes de production. Après Perspective économique, on se retrouvait à la chaîne des institutions, la RTNC3, avec une émission que j'animais là-bas. Et le troisième round de plateau de production où on se retrouvait, c'est bien en toute vérité. Médard avait des points de vue généralement contraires aux miens. Mais ce que je retiens de lui, c'est la capacité de gérer les contradictions. Vous ne vous mettez pas d'accord, mais il vous pousse à vous exprimer. Ça, c'est positif. Peu de gens vraiment disposent de cette qualité. Vraiment, la maison vient de perdre un journaliste de qualité, un journaliste de talent. Ça, c'est Médard comme journaliste. Médard comme intellectuel. Ici est de dire ici que pour l'information destinée au public, Médard Mbouyal est décédé comme doctorant en sciences de l'information et communication. Il avait justement sa thèse, oui. La thèse est même déposée à la table de la faculté de communication de l'IFASIC, maintenant c'est l'Université des sciences de l'information et communication. Comme intellectuel, Médard Mbouyal a rendu l'âme en plein champ de bataille, créé à la main. Il est allé enseigner à Kananga. Et c'est ici l'occasion de dire aux autorités académiques de l'Université des sciences de l'information et communication, et pourquoi pas de l'Université de Kananga, de veiller à ce que cette thèse finalisée soit ne fût-ce que publiée à titre posthume. Médard s'y est mis, il s'est investi. Je crois que ça ne coûte pas, il faut vraiment publier ça. Voilà un peu ce que je retiens de Médard Mbouyal, vraiment mort sur les champs de bataille, le terrain scientifique. Il a donné le meilleur de lui-même pour que, en toute vérité, puisse évoluer et atteindre le cap. Voilà, Cédric Kenina, vous vous mettez justement à la place où Médard Mbouyal avait l'habitude de se mettre. Une réaction à chaud. Justement, l'émission En toute vérité, c'était un peu la dernière maison de Médard Mbouyal Mangal. Et je me tiens là où Médard aimait bien se mettre pour débattre avec la grande équipe qui est autour de cette table. C'était un choc pour la RTNC, tout d'abord, particulièrement. Un choc pour la presse congolaise d'une manière générale, je dirais même africaine, parce que Médard avait une dimension tout à fait autre à travers ses réflexions, ses chroniques. Moi, je l'ai côtoyé au sein de la rédaction. Il a pendant un court moment assumé l'intérim au sein de la sous-direction des enquêtes et magazines. Médard a su redonner un sens à cette sous-direction qui tendait à disparaître un moment, et jusqu'à ce jour, c'est la méthode Médard qui est appliquée. Quand vous voyez les dossiers qu'on a chaque week-end ou les dimanches, l'assiduité dans le travail au quotidien pendant la semaine, et en blaguant, on s'est dit des fois à la rédaction que c'est la seule sous-direction qui reste fonctionnelle pour l'instant. Et c'est la patte de Médard qui est restée. Donc, au-delà de sa vie professionnelle, Médard était un scientifique. Les grands Moufouégué vient de le dire tout à l'heure, son travail scientifique qui est resté, et nous souhaitons tous que cela soit publié à titre posthume. Et nous aimerions bien nous imprégner de son contenu. Certainement, après sa mort, ce travail, cette œuvre scientifique aura certainement une autre valeur, une autre dimension qu'on donnerait à ce travail fait par Médard Mbouyal. Edith Chala, un co-débatteur quand même percutant sur ce plateau. Qu'est-ce que vous gardez de ce grand journaliste et grand historien? Bon, Médard, c'est d'abord une bonne personne en tant qu'humain. Et puis, comme Kenina et Moufouégué l'ont dit, c'est un scientifique sérieux. C'est un scientifique sérieux parce que dans toutes les productions de Médard Mbouyal, il y mettait la volonté, mais surtout toute la rigueur scientifique nécessaire. Sa thèse, je pense qu'il est important qu'on la publie,
surtout pour la radio-télévision nationale congolaise, sur laquelle on n'a pas beaucoup écrit, mais Mbouyal s'est penché dans sa thèse sur la radio-télévision nationale congolaise. Je crois qu'il est important pour nous tous que cette thèse-là soit publiée. Au moins, ça constituera une des références dans les recherches sur la radio-télévision nationale congolaise. Mbouyal Medar Mangal, la première fois que je l'ai en discussion, en tête-à-tête, c'est quand Mandela est mort. Les discussions que j'ai eues avec lui sur la personne de Nelson Mandela, cette discussion-là m'a marqué. Je constatais que c'était un intellectuel. S'il est plus facile d'aller à l'université, mais devenir intellectuel, ce n'est pas toujours facile. En tout cas, lui est un intellectuel moderne. Je crois que sa mort est une énorme perte pour la RTNC, mais aussi pour le monde scientifique de la radio. Je crois que nos téléspectateurs qui nous suivent depuis tout ce temps avec En Toute Vérité, ils ont cru comprendre une partie de ce que Mbouyal était en termes de réflexion, mais en termes d'appréciation de la société. La capacité rapide d'analyse des situations, mais aussi la promptitude de proposer des solutions aux problèmes de la société. Ça, c'est pas facile, et Mbouyal l'était. En tout cas, il nous quitte alors qu'on s'y attendait le moins. C'est à moi qu'il a laissé la thèse. Ah bon? On finit, oui, on finit En Toute Vérité samedi. Il voyageait le dimanche d'après. Il m'a laissé les 5 exemplaires. Il dit qu'il enverrait un de ses collaborateurs pour aller déposer à l'IFASIC. Il se rendait justement dans la province du Kassai pour Kassai, oui, à Kananga, des enseignements. Oui, à Kananga. Malheureusement, la mort l'a surpris voilà, là-bas. John Wabika. Eh ben, Anita, Mbouyal, je dirais, c'est une personnalité et qui voulait construire justement une personnalité de ce qu'il avait. C'est un peu ambigu ce que j'ai dit. Vous allez comprendre. En fait, la première production, j'en ai fait plusieurs en termes de retransmission en direct. Moi, je faisais pour la radio, lui pour la télé par moment. Mais la production qui m'a permis de comprendre pratiquement ce que et les confrères viennent d'évoquer ici, on a fait une interview lorsqu'il y avait crise dans la province du Congo central avec l'ancien gouverneur Atou Matubwana. Nous l'avons fait avec Mbouyal Noudé. C'était une co-présentation de cette interview. Et finalement, on a eu le temps nécessaire qu'on n'avait pas souvent lorsqu'il s'agissait de construire le questionnaire, mais également c'est lui qui m'a permis de comprendre qu'il faudrait aussi avoir l'idée nette de votre interviewé. Ça, je tiens de Mbouyal. Mais le rare des fois qu'il y a des échanges de couloirs, parce qu'on s'est rencontrés par moments et autour d'un bistrot, vous allez voir que Mbouyal ne passait pas, même s'il prenait son verre, il passait pas une dizaine de minutes sans parler science, sans faire une référence à un auteur, et ainsi de suite. C'était un amoureux du livre, mais du côté, je dirais, des analyses, il était très tranchant. Mbouyal ne gardait jamais, je crois que vous avez passé un très long moment, surtout dans le tas de rédaction, c'est pas quelqu'un du genre à garder sa langue en poche, non. Pour dire la vérité, il était tranchant, peu importe la personne, mais ce que je retiens de lui, c'est vrai qu'il était taciturne, il était introverti, c'est pas quelqu'un du genre à vouloir créer des problèmes, mais s'il y a eu, comme ce qu'on dit lorsque quelqu'un est mort, on vante que le mérite. Mais je dois vous dire que Mbouyal avait ses imperfections, mais ça n'allait pas jusqu'au coucher de soleil. C'est-à-dire, lorsqu'il te parle, comme je m'inspirais souvent quand je le voyais, c'est pratiquement la culture de nos frères de l'Équateur. Donc, si vous discutez, et que ce soit pour la dialectique, il prenait la dialectique, mais rassurez-vous, après des discussions contradictoires, soit-elles, c'est pas au jour au lendemain qu'on va garder... non, c'est la rancune, non, c'est pas du genre. Mbouyal était très intéressé à la science, il était là-dedans. Mais également du côté la lecture de la société, la position par moment, c'est là que je vais conclure, Anita. Oui, la position de certains acteurs politiques, même des religieux,
sur la crise qui frappe la République démocratique du Congo. C'est là où vous allez comprendre la facette de Mbouyal, donc du côté patriotique, républicain, alors de surcroît. Ce que, peu importe les arguments, mais lorsqu'il y avait des menaces sur le Congo, non, il n'avalisait pas cette approche-là. Donc il était par moments mal compris par ses interventions. Et lorsqu'il s'agirait de ne pas partager, par exemple, la position de prélat catholique, ça c'était illustré de plusieurs fois, mais non, ce n'était pas les individus qui ciblaient, c'était beaucoup plus la position qu'on prend par rapport à son appartenance et en tant que Congolais. D'accord, merci John Voabika. Voilà. Ce plateau, justement, en toute vérité, a souvent résonné de sa voix et de ses interventions percutantes en sa mémoire. Je vous propose de suivre un extrait de Médard Mbouyal Magal dans une des émissions à laquelle il a participé. Regardez. Espérons que justement il va s'inscrire dans la continuité des services publics. Parce que ce que nous sommes en train de déplorer, c'est la pauvreté au niveau du Congolais. Face à la pauvreté, le Congolais a mis des mécanismes de survie, notamment les mécanismes institutionnels au niveau de la politique. On va en politique parce qu'on a la possibilité d'avoir l'argent. On se fait élire député parce que j'ai autant de nombre assez élevé de députés et je vais entrer au gouvernement. Pour avoir autant de ministères. Mon époux, j'aurai autant de ministères. Entre temps, les enfants et les épouses vont me remplacer à l'Assemblée nationale et j'aurai la capacité de placer les autres enfants dans la gestion des entreprises publiques. Quand on parle de ces postulats, donc on prend le pays en otage. Nous devons dire avec efficacité que le pays est pris en otage par des individus qui imposent une manière de faire. Et c'est ça qui explique la pauvreté. Et cette pauvreté s'explique aussi au niveau du traitement du fonctionnaire congolais. Les rares, comme les Jules Aligué dit, qui peut aller en retraite et tout le monde se salue. Mais il y a des retraités qui ne savent pas quoi faire. Ils ont autant servi et lorsqu'on arrive au bout de la carrière, c'est le début de la misère. C'est très fréquent. Parce qu'il a mal géré. Il y avait le gain facile. Non, parce qu'il n'y a pas de mécanisme de sécurité sociale. La sécurité sociale n'est pas garantie aux gens qui travaillent. Et le troisième élément, la production de la richesse. Je dis, l'espace politique n'est pas le lieu de production de la richesse. Il faut permettre aux opérateurs économiques de produire de la richesse. Je déplorais que dans les années 80, les Congolais avaient des entreprises d'aviation. Aujourd'hui, ce sont des Libanais, ce sont des Pakistanais. Et donc ça signifie que quelque part, nous avons commis du retard. Si nous nous intéressons, si vraiment nous aimons ce pays, il faut nous interroger quelle est la part du Congolais dans l'économie nationale. Si les constructeurs du pacte social étaient transparents, pourquoi ça génère? Ils ne sont pas? Non, il y a toujours des non-dits dans le discours. Chaque discours a toujours un aspect caché. Et ce qui a créé des tensions, c'est justement parce que l'Église des réveils a révélé qu'il y avait des aspects cachés dans ce qu'on présentait comme pacte social. Donc c'est à ce niveau-là que ça a posé le problème. Le problème va continuer à se poser. C'est ici qu'à ce niveau, les acteurs sont gênés maintenant d'être face à face. Parce que psychologiquement, ils ont des choses à se reprocher mutuellement. Et bon, puisqu'on parlait, on est passé par Kigali, c'est comme si finalement, et je continue à le penser, comme si, en suivant les politiques, les religions, les confessionnels arrivent aussi ils vont apprendre à dire aux Congolais, notre Père qui est à Kigali. Parce que justement... Et ce Père qui est à Kigali s'appelle comment? Allez-y, terminez. On nous a appris notre Père qui est au ciel. Oui. Maintenant, chacun commence à virer dans tous les sens. Notre Père qui est à Kigali. Parce que pour beaucoup de politiques, ils ont leur Père est né. Notamment l'Église. Oui, ça a commencé par les politiques et l'Église est en train d'emboîter les pas. Il faut savoir dénoncer pour construire
une personnalité, une fierté congolaise. Voilà, un hommage qui nous rappelle l'exigence même de ce débat. Je disais donc en début de cette émission, l'enlèvement de Nicolás Maduro par les USA rappelle combien le respect de la souveraineté internationale n'est pas respecté, notamment notamment la situation sécuritaire à l'est du pays. Cédric Kenina, je vais commencer avec vous. Pourquoi la communauté internationale agit-elle rapidement, fermement par rapport aux événements que nous avions eu à voir dans certains cas? La dernière en date, c'est l'arrestation justement du président Nicolás Maduro, alors qu'elle reste quand même prudente par rapport à la situation sécuritaire à l'est du pays. Quelle est votre réaction? Oui, c'est ce qu'on appelle une lecture à géométrie variable du droit international, selon qu'on est d'un bord ou d'un autre. Mais j'aimerais bien partir dès le départ, parce qu'il y a une guerre en termes sémantiques. Certains pensent qu'il s'agit d'un enlèvement, c'est plus le pays du Sud qui aime bien, pas aimer, qui exploite ces vocabulaires, qui répond aux faits, parce que c'est un président d'un État souverain qu'on vient prendre un soir, la nuit, en pleine nuit, à l'insu de la population vénézuélienne, apparemment désabusée les matins, de se rendre compte qu'ils n'ont pas un président de la République et qui se trouverait aux États-Unis d'Amérique. Enlèvement, c'est les pays du Sud. Capture, c'est le vocabulaire employé par le président Trump et les États-Unis, y compris d'autres pays amis. Donc, nous sommes en face d'une situation qui, visiblement, risque de devenir, en somme, un élément déclencheur d'un changement des paradigmes en matière des relations internationales. Parce que si hier, c'est la Russie qu'on indexait le fait d'avoir non seulement agressé plutôt l'Ukraine, mais cherché à annexer un pas important d'un État souverain. Si hier, avec Biden, il y avait une sorte de protectorat sur Taïwan face à la Chine, qui réclame à corps et à cri les territoires taïwanais, je ne pense pas que demain, ça sera la même lecture si les autres puissances essayaient de passer à l'acte et de commettre les mêmes actes qui empiètent sur le droit international. Vous venez de faire allusion à la situation dans la partie est du pays. C'est quasiment les mêmes cas de figure. Vous avez les Rwandais qui s'emparent d'un pan non négligeable de la République démocratique du Congo et érigent une administration sur place et administre le territoire au vu au-dessus de la communauté internationale sans qu'il y ait une forte réaction, mais bien au contraire, on converge, que ce soit les bourreaux ou la victime, tous sont appelés à négocier, à céder un peu de soi-même pour arriver à une résolution pacifique des conflits, pendant que ça ne pouvait pas être ainsi. On devrait en principe intimer l'ordre au Rwanda, qui est pays agresseur reconnu par toutes les instances à l'échelle internationale, de simplement plier bagages et quitter les territoires congolais. Donc, nous entrons dans la crainte que nous entrions dans un cycle interminable de turbulences qui verrait à ce que le droit international soit mis de côté et que seule la volonté des superpuissances puisse primer. Parce que ce qui s'est passé au Venezuela, c'est déjà un précédent fâcheux qui risque de bouleverser les relations internationales à l'échelle internationale, mais aussi une lecture pratiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à géométrie variable du droit international. Voilà, Edith Chala, au propos de Cédric Kenina, est-ce que la souveraineté du Venezuela est-elle plus respectée par rapport à celle de la République démocratique du Congo? Non, mais pas du tout. Il faudrait quand même dire parce que si on a 2 poids 2 mesures... Oui, le monde, il fonctionne toujours comme ça depuis. Pour ceux comme moi qui nous sommes intéressés un tout petit peu aux relations internationales, on sait voir que les injustices sont la règle en droit international. Vous avez déjà l'Organisation des Nations Unies, qui est une organisation injuste. Vous avez 5 pays membres là-bas, qui sont au Conseil de sécurité, qui sont, eux, permanents, ils ne quittent jamais, ils sont là-bas. C'est une injustice.
pourquoi eux, ils devraient être là et que les autres ne devraient pas y être? Ils y sont, et puis ils ont normalisé cette situation. Et la loi, la règle internationale, c'est la règle des puissants. Ce n'est pas la règle des faibles. Alors, Trump a poussé un peu plus loin le bouchon, mais en réalité, c'est la philosophie des relations internationales. Les plus puissants veulent dominer le monde puissant. Les pays qui ont une grande influence veulent se maintenir à ce niveau d'influence. Et Trump, mais regardez qu'on essaie de trouver toujours quelques éléments pour justifier ses interventions en dehors de ses frontières. Les États-Unis, pour les États-Unis, ils n'ont pas capturé. Ils ont enlevé. Oui, ils n'ont pas enlevé, ils ont capturé. Oui, parce qu'ils disent que Nicolas Maduro est un président illégitime. Illégitime, justement, parce que dans leur loi, il leur est interdit de juger un président en fonction de notre pays. Oui. Alors, il fallait trouver quelque chose pour justifier la présence de Nicolas Maduro chez eux aux États-Unis. Ils ont dit que c'est un président illégitime, mais ça reste un président d'un pays indépendant. Et la souveraineté en droit international fait partie de ce qu'on appelle le jus cogens. C'est contraignant. Vous ne pouvez pas aller dans un autre pays, quel que soit le prétexte. Même s'il y a un petit bémol, quand on dit s'il y a des massacres des populations à grande échelle et tout ça, on peut toujours intervenir pour sauver. Mais la souveraineté des nations doit être respectée, quelles que soient les circonstances. Mais là, avec Maduro, c'est montrer justement que ce qui arrive dans le monde actuel fait très peur. Mais moi, je n'ai pas très peur. Je pense que ça va s'améliorer. Ça ira. Mais pour ce qui se passe en République démocratique du Congo, je pense plutôt que pour nous, c'est toujours une interpellation. Nous avons une vocation de puissance. La RDC doit être un État puissant, un État fort. Ça va nous permettre d'avoir des éléments de notre puissance. Vous apprenez comme moi que la FEDEX, je crois que c'est la FEDEX à Likasi, qui est en train de devenir cette industrie d'armement qui peut nous permettre de nous autonomiser sur le plan d'armement. C'est la guerre dans l'Est qui nous pousse à ce genre de choses. Quand vous lisez l'histoire, vous comprenez que l'Allemagne, pendant la guerre, s'est renforcée économiquement, s'est renforcée sur le plan industriel. C'était pour faire face à la guerre. Si cela peut nous aider à nous renforcer davantage, à devenir un État fort, je trouve que c'est bien pour nous, même si je ne justifie pas, je ne trouve pas des raisons que les militaires rwandais soient sur notre sol. Le grand Mofwenge, aujourd'hui aux États-Unis, avec l'enlèvement de Nicolas Maduro, le Congrès est presque divisé. Quel impact sur les relations entre les USA, notamment la Chine, la Russie? Bon, la question que vous posez, madame, a trait presque aux conséquences géopolitiques de la capture ou l'enlèvement de Nicolas Maduro et sa femme. Mais d'entrée de jeu, il faut dire que l'enlèvement ou capture éclair de Nicolas Maduro et son épouse à Caracas révèle la fracture qui existe au niveau de l'ordre international. Fracture à quel niveau? D'un côté, vous avez une conception extraterritoriale de l'état de droit défendue par Washington. Ils ont le droit, selon eux, d'aller au-delà de leurs frontières et opérer. C'est ce qui vient de se faire. Cette conception est en collision avec la seconde. La conception basée sur les principes de la charte de l'ONU, l'intangibilité des frontières et la souveraineté des États. Et vous avez suivi, juste après cette capture de Maduro, la réunion qui s'en est suivie au niveau du Conseil de sécurité, le porte-parole d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, est revenu sur la lecture des principes généraux de l'état de droit. Mais là encore, Tchalala dit, droit international, oui, mais quelqu'un a dit c'est un machin, un instrument entre les mains des puissants pour mater les États faibles. Donc l'exemple de ce qui s'est passé à Caracas, c'est vraiment l'exemple le plus patent. Venons-en maintenant à votre question, les conséquences géopolitiques. On parle géopolitique après d'abord l'enjeu de ce qui s'est passé à Caracas.
les raisons maquillées, judiciaires, narcotrafic, tout ça. Si vous avez suivi la déposition de Maduro, son épouse, même la réaction des juges, on a même requalifié les premiers motifs. Ça signifie que les premiers motifs étaient de l'ordre cosmétique. Je vais aller tout droit. L'enjeu de la capture de Maduro est d'ordre économique. Washington veut faire main basse, ce n'est pas un secret, au pétrole vénézuélien, dont le bénéficiaire était la triade, la Russie, la Chine et l'Iran. Et vous avez suivi M. Trump, il dit ceci: nous allons gérer le Venezuela le plus longtemps possible. Ils ont Chevron Texaco, la grande compagnie de raffinerie d'extraction de pétrole. Nous serons au Venezuela le plus longtemps possible. Nous allons y investir. Il n'a pas honte de le dire. Hein, et nous allons gagner beaucoup de dollars. Donc l'enjeu est essentiellement économique. Il est question de mettre fin à ces pétroles et de contrôler les restes. Les blocs de la gauche que j'ai cités, la Russie, la Chine et puis l'Iran. Maintenant que les États-Unis contrôlent le Venezuela, les autres seront en difficulté. Mais au niveau de la géopolitique, il faut rappeler aussi le grand allié de Venezuela, qui est l'île qu'on appelle le Cuba. Est-ce que les Américains contrôlent réellement le Venezuela? Parce qu'avec la prestation de serment de la vice-présidente, oui, qui a déclaré aussi un état d'urgence. Mais moi, je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez vu, on l'a installé, elle a prêté serment. Les propos de Trump, elle va faire ce que nous allons lui demander, sinon il y aura une autre intervention musclée, plus que ça. Donc les États-Unis tiennent à y être. Je reviens sur mon propos, parce que l'enjeu, c'est que ce pétrole-là, c'est ici de dire que le pétrole du Venezuela, c'est très bon en termes de qualité et de quantité. Vous voyez? Les États-Unis sont là, ça va phagocyter les autres. Donc moi, je ne sais pas quelle marge de manœuvre devra disposer Madame la Présidente, parce que les États-Unis ont prouvé, avec ou sans le droit international, ils vont mettre la main. Ils sont là. Donc moindre mouvement dans le sens contraire de la Présidente, Trump a prouvé que, d'ailleurs il a dit, il ne se réfère qu'à sa conscience. À son instinct. Et à son instinct. Le droit international, tout ce qui est comme architecture normative, il s'en fout. Mais je vais ajouter un détail, Anita, c'est que il y a une sorte de connivence entre les États-Unis et la Russie. Parce que la Russie savait que les États-Unis allaient intervenir au Venezuela et la capture de Nicolas Maduro était à l'ordre du jour. Ils n'ont pas prévenu. Les États-Unis savaient que la Russie allait attaquer l'Ukraine. Si, ils ont prévenu. Oui, je crois qu'ils ont prévenu. Ils ont prévenu parce que la position de Maduro vers la fin, il semblait flancher et une certaine ouverture vis-à-vis des Américains parce qu'ils sentaient les dangers arriver. Oui, j'allais dire plutôt qu'ils n'ont pas empêché. Mais le président russe était clair dans ses propos. Il n'y a aucun accord de défense militaire entre le Venezuela et la Russie. Il y a un accord, bien sûr, ce qui est officiel. En termes d'aide et d'appui militaire, et c'est ce qui s'est fait. Je vais devoir citer John, oui, allez-y, comme ça je passe la parole à John Voabika. Par rapport à mon propos, essayez de comprendre que le pétrole vénézuélien, au-delà d'être une richesse nationale, devient un enjeu stratégique mondial. Un peu de connexion avec nous. La guerre au Congo a comme mobile essentiel d'ordre économique. Ce qui se passe au Venezuela, c'est de l'économie, le pétrole aussi. Là-bas, le pétrole, alors, on capture Maduro, je voudrais dire que on capture Maduro. Maintenant, Washington peut très bien faire les business. Il y a une connexion à faire. Ici, les Américains, avec qui nous sommes en deal, pour bien faire les affaires, il faut imaginer pareil scénario et capturer Paul Kagame qui dérange. Il faut capturer Paul Kagame qui dérange non seulement la RDC, la sous-région, mais aussi toute l'Afrique, parce que la RDC, c'est la colonne vertébrale, selon la conception de Franck. Voilà, nous allons passer la parole à John Voabika. Est-ce que cette opération militaire, justement, risque de modifier les alliances géopolitiques ou provoquer peut-être même une troisième guerre mondiale? Oui, absolument. C'est à ça qu'il faudrait s'atteler. La troisième guerre mondiale,
dans la mesure où l'ONU est née de la Seconde Guerre mondiale. On voudrait justement enterrer ces haches des guerres. Lorsqu'on ne parvient pas à le faire, vous voyez que l'ONU, aujourd'hui, ce qui fait la force de l'ONU, ce sont des pays contributeurs. Si vous avez des capitaux et vous avez en fait pignon sur les enjeux géopolitiques ou les enjeux mondiaux, on est devant ces scénarios. Donc la Troisième Guerre mondiale, parce que ce qui se passe au Venezuela, et au-delà du volet économique, mais c'est également la guerre, la véritable guerre idéologique. Vous avez les Américains, ils sont dans leur confort du American Corporate. C'est du capitalisme absolu. Même sauvage. Donc, à tout prix, on voudrait bien que les intérêts, entre guillemets, je dis bien, des Américains, soient protégés. Alors, ce qui a fait basculer rapidement cette histoire de Venezuela, entre autres, c'est que Nicolas a décidé de vendre ses pétroles, pas exclusivement en dollars, comme ça a été le cas. Et ça n'enchante pas les Américains. Parce qu'avec les dollars américains aujourd'hui, on commande même le billet électronique, US dollars. Lorsque aujourd'hui vous acceptez de le vendre en yuan, en rouble et ainsi de suite, non, quelque part, vous êtes sorti des chantiers battus, comme l'a dit Kenina tantôt. Et on a dépassé, on a franchi la ligne rouge et on estime que finalement, qu'il faudrait procéder à faire cela. Mais la Troisième Guerre mondiale est inévitable. Et ça, madame, on finira, Anita, finalement, y arriver là, et à cette Troisième Guerre mondiale. Mais parce que vous parlez justement de l'ONU. L'ONU, nous avons une mission des Nations Unies le plus, je dirais, budgétivore, si vous le voulez, avec beaucoup de troupes. Mais ça doit inspirer, et finalement, le Congo de pouvoir devenir... Parce que la puissance mondiale, c'est quoi aujourd'hui? Il faut avoir la puissance économique, la puissance militaire en termes de l'armement, l'effectif, le budget alloué, mais l'indépendance de l'armée, créer un Pentagone, que de le faire dépendre, par exemple, que d'un ministère dont les décisions pourraient être avalisées au Conseil de ministres. Donc, cette philosophie aujourd'hui, et je crois que ça va évoluer avec la loi de programmation sur le FARDC. Pourquoi? Parce que si le pétrole est présenté comme minerai stratégique, nous en avons autant au Congo de minerais stratégiques. Parce que le pétrole du Mwanda, sauf que peut-être la manière d'exploitation n'a pas encore atteint comment la qualité de Venezuela, peut-être avec le temps, lorsqu'on aura le vraie exploitation industrielle, on va découvrir. Donc le Congo, s'il faudrait dire que bon, ça va, c'est pour le beaux yeux de Congolais, que le superpuissance viendrait aussi intervenir comme ça se passe à l'Ukraine, non, c'est pas ça. Le monde brutal, Anita, le monde est très brutal. Et c'est le rapport des forces qui compte. Il faut avoir son économie, imposer le franc congolais, mais également imposer le système, je dirais, des réformes institutionnelles, parce que les lois existent, mais la mise en œuvre, l'exécution, nous devons nous conformer aux lois pour que les expatriés qui viennent se conforment à nos lois. Voilà, puisqu'on parle de la RDC, Cédric Kenina, je me tourne vers vous. L'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda peut-il conduire à une paix durable aujourd'hui à l'est de la RDC avec le Rwanda comme cadre complémentaire de négociation? Nous osons croire parce que c'est d'abord le problème entre Africains, c'est pas entre Asiatiques. Le président de la République l'a toujours dit que le problème entre Africains doit être résolu entre Africains. Si nous sommes allés outrepasser les cadres qui est le nôtre, notre espace géographique ou encore la sous-région, c'est parce que un homme n'a pas voulu que les choses puissent être résolues en temps, notamment Paul Kagame. Vous vous souvenez de la médiation angolaise à l'époque. La bonne volonté, l'engagement tel que manifesté par la République démocratique du Congo à travers le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de parler directement avec Kigali et de mettre un terme à cette situation sécuritaire qui s'est dégradée crescendo au fur et à mesure que les années avançaient. Félix Tshisekedi avait déjà cette volonté d'y mettre fin. Nous sommes allés dans un cadre autre. Donc Luanda, j'affirme que Luanda peut être
un levier de plus pour arriver à une paix durable en République démocratique du Congo, d'autant plus que le président Joao Lourenço, en amont, a assuré la médiation jusqu'à un certain niveau. Il connaît très bien personnellement le dossier de l'Est de la RDC, et pas seulement ça, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, c'est qu'il lui donne une marge de manœuvre de plus pour jouer ses rôles combien importants. Et le président de la République a été toujours parmi les premiers à orienter les choses dans le sens d'un compromis, d'une certaine convergence des vues selon les aspirations africaines. Et c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui explique ces navettes en Angola notamment, pour échanger avec le président Joao Lourenço. Les chances à donner quant à l'accord, que ce soit l'accord de Doha ou encore de Washington, parce que Washington, c'est le plus grand accord. Quand vous parlez avec les commanditaires, c'est lui qui est tapis dans l'ombre, qui est réellement à l'œuvre, parce que c'est l'armée rwandaise qui occupe une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas en soi la FCM 23. La FCM 23, on parle d'une brigade avancée de forces spéciales rwandaises qui sont dans la partie est du pays. Ça a été déjà un pas important franchi. Mais malheureusement, on se rend compte que l'une des parties n'affiche pas la même volonté. Le chef de l'État l'a dit dans son discours devant le président américain Donald Trump. Il compte à ce qu'il comptait, parce que c'est déjà un passé récent, que le Rwanda puisse avoir le même sérieux dans l'application de cet accord que la République démocratique du Congo. Et sur le terrain, ça n'a pas fait, on n'est pas passé les caps de 2-3 mois. Le bruit des bottes ont repris dans la partie est du pays, notamment la ville de Uvira, qui a été de nouveau, qui a été envahie par les troupes rwandaises. La RDC joue sa partition, ça c'est sûr, parce qu'elle a intérêt que la paix règne sur toute l'étendue du territoire national. Mais le Rwanda, visiblement, n'a pas intérêt que la République démocratique du Congo soit en paix. Moi, je pense qu'on doit étudier tous les scénarios en place. La diplomatie, oui. Les efforts menés par le chef de l'État, apparemment en solo, oui. Mais nous devons envisager également la force pour y mettre un terme. De quelle force vous parlez? La force militaire? La force militaire avec les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est possible. Nous avons une armée aguerrie. L'histoire le démontre. Si on vous fait une sorte de diachronie de l'évolution de l'armée congolaise, vous allez vous rendre compte que cette armée n'a pas beaucoup perdu de sa superbe. Malgré les infiltrations, on a pratiquement les mêmes acteurs qui ont fait des prouesses à Gambela, en Éthiopie, qui étaient aux côtés des harkis sénégalais et autres. C'est la reproduction de ces mêmes acteurs à travers Mamadou Ndala, à travers le général Bouzamabé, à travers tous ces mondes-là. Ils existent encore. Et je crois qu'on peut faire quelque chose pour que cette armée puisse renaître de ce qu'on présente comme cendre. D'accord. Le grand Mufwege, comment les négociations de Luanda peut-elles compléter ou renforcer les acquis de l'accord de Washington? Bon, j'ose croire que vous faites allusion à la récente visite de travail du président de la République. Oui, en Angola. Oui, mais vous avez suivi à travers le briefing du porte-parole du gouvernement, son Excellence Patrick Muyaya Katembwe. C'était une visite de travail. Il était question de passer en revue les différentes propositions susceptibles de pouvoir ramener la paix à l'Est et puis rappeler à toutes les parties prenantes aux différents processus de paix d'honorer leurs engagements pour que la paix soit au rendez-vous. Voilà le sens de la visite présidentielle à Luanda, où Félix Tshisekedi a rencontré Joao Manuel Lourenço, son homologue angolais. Je crois que cette visite vient juste après les processus, comme vous l'avez dit, de Washington et de Doha.
il faut le dire ici, c'est en toute vérité. Après Doha, après Washington, les armes ne se sont pas tues. Maintenant que je suis en interlocution avec vous, il y a des bruits de bottes dans les collines d'Ouvira. Les gens continuent à être massacrés. Madame Anita, oui. Ça continue à brûler. Ça veut dire qu'il y a des faiblesses liées à Washington et Doha. Le président de la République, Oscar le disait la fois passée, dispose de tout le moyen, de toutes les possibilités pour amener la paix à l'Est. Pourquoi ne pas réactiver un autre dispositif? Il a été à Luanda et selon plusieurs sources... Quand vous parlez de dispositif, vous voyez quoi exactement? Justement, je vais en venir. Pour comprendre ce que j'ai dit, il est indéniable que Washington et Doha n'ont pas produit la paix à l'Est. Voilà le postulat. Parce que la guerre continue. Et on nous a dit, le rebelle ou le Rwandais devrait quitter Uvira. Vous avez suivi, on en a parlé ici. C'était une sortie cosmétique. Ils y sont. Les gens continuent à mourir. À Luanda, ils ont passé en revue, je disais, les propositions. Mais selon les sources concordantes, il est possible d'envisager autre chose. Par exemple, un cadre beaucoup plus large de concertation. Les gens n'aiment pas les termes dialogue. Dialogue inclusif, réunir toutes les parties prenantes, élargir les angles et essayer de voir est-ce qu'on va avancer ou pas. Je pense qu'il faut aller dans ce sens parce que les discussions ou les dialogues en interne n'est pas différent du dialogue qui s'est passé à Washington en bilatéral entre Kagame et Félix Tshisekedi et puis entre le gouvernement et l'AFCM 23 à Doha. Si nous avons accepté de discuter avec les pantins qui ont pris les armes, je ne trouve aucun problème de discuter avec ceux qui estiment qu'ils peuvent quand même donner leurs propositions pour que les choses avancent au niveau interne. Voilà, je parle de ces dialogues inclusifs. Il faut tenter d'aller dans ce sens-là. Je vais chuter par dire que le président de la République ne s'est jamais opposé à l'idée d'un dialogue. Je reviens sur la feuille de route de différentes églises. Les églises ont travaillé avec les conseillers spéciaux du chef de l'État. Je crois que les églises de réveil ont même rejoint la CENCO et l'ECC. Cette feuille de route est là. C'est question d'activer et de voir si la paix reviendra ou pas. Je rebondis sur vos propos, dialogue inclusif, mais sur quel schéma? Bon, Anita, je crois que la question de la laïcité, ça pourrait être mis à table. Et puis, pour comprendre que le pays, en réalité, n'est pas l'apanage des politiques qui doivent définir de quelle manière le pays devait fonctionner. Et je pense, pour rejoindre Mofwenge, à l'heure actuelle, nous n'avons pas, en fait, je ne voudrais pas engager tous les Congolais, mais j'estime, avec en fait, une petite observation de la société, le Congo a beaucoup plus besoin de la réconciliation que du dialogue. Le dialogue, c'est une opportunité. Il y a une différence entre dialogue et... Il y a une nette différence. Laquelle? Le dialogue dont on table ici est repris dans la Constitution en cas de crise et on doit réunir tous les courants pour dire. Je crois que ce dialogue-là, ça relève plus de l'intérêt des politiques et pas pour la résolution des causes profondes de la crise. La crise est beaucoup plus communautaire. Et cette crise-là ouvre de fenêtres au niveau des forces étrangères. Il y a des communautés aujourd'hui, que ce soit dans la même province. Je prends le cas du Grand Bandundu. Vous enquêtez au sein du Grand Bandundu, il y a des conflits entre communautés qui existent. D'ailleurs, qui a résulté aujourd'hui, c'est que nous avons le phénomène Mobondo qui est parti du fait que le politique ont nommé un chef coutumier qui n'était pas du lignage chefal. Et ça a rebondi. C'est le même phénomène avec Kamwina Sampou. C'est parti dans les mêmes méthodes. Et ce conflit ne peut pas être résolu par le dialogue. Il y a les us et coutumes qui organisent. Comment impliquer justement ces groupes armés et les communautés locales dans ce processus de paix? Non, le processus de paix, il y a plusieurs mécanismes. Mais d'abord, ça, c'est un volet, pas un volet politique, mais c'est un volet culturel et sociologique. Les sociologues peuvent bien résoudre des problèmes au niveau de province, au niveau de communauté, avec les concours des églises. Ça peut être faisable déjà. Ça peut être déjà faisable. Mais le dialogue, c'est une opportunité constitutionnelle qu'on ne peut pas réfuter non plus. Mais sauf que l'opportunité que le politique congolais
voudront faire du dialogue pendant qu'on est... le dialogue, il n'y a pas un cadre, il n'y a pas une précision, mais qu'on ne contredit pas. On dira que lorsqu'il y a paix ou guerre, qu'on peut faire le dialogue. Non, on peut faire le dialogue selon la Constitution lorsqu'il y a crise, et nous sommes dans ces mêmes cas de figure. Si c'est ça la motivation, c'est bien beau. Mais parce que la question, vous la posez, et après Doha, Washington, le Rwanda, quelle issue? Mais madame, les accords internationaux ne sont que le résultat de la suspension des hostilités. Ce n'est pas une paix durable sur le terrain, ça se fait nullement. C'est un répit qu'on vous accorde pour se réorganiser à l'interne et assurer justement l'autorité de l'État. Le Congo est agressé, ce n'est pas une rébellion qui s'organise, non. C'est-à-dire qu'on parle d'agression, c'est pratiquement ce que vous avez introduit dans l'entente de l'émission Venezuela, et on trouve une force étrangère qui vient imposer sa loi. C'est juste l'esclavagisme, le néo-esclavagisme, si je peux le dire ainsi. Le Congo est agressé. Donc, ceux qui ont le service de l'État, qui ont une mission régalienne d'assurer l'intégrité territoriale du pays, ou la souveraineté qui est reconnue dans le principe des clubs d'État, c'est l'armée. C'est l'armée. Nous avons une armée, mais l'armée ne suffit pas tout simplement de se contenter des troupes que nous avons. S'il y a l'opportunité de moderniser la logistique, de moderniser et tout ce qu'il y a là, les efforts qu'on voit, on a signé 5 conventions et avec la France, il y a l'école de guerre qui est mise sur place, il y a plusieurs efforts pour la défense de la souveraineté. Alors, quelle issue des sorties des crises? Je vous dis, madame, on doit appuyer sur tous les leviers, c'est bon, mais au finish, c'est l'armée qui va assurer l'autorité de l'État. Là où il y a porosité de frontières, c'est l'armée qui doit assurer cette intégrité. Lorsqu'il y a des forces étrangères qui viennent et servir justement pour piller systématiquement nos minerais, c'est l'armée qui va jouer son rôle. Et cette armée, telle que moi je l'entrevois, ce que nous avons, c'est déjà bon, parce que c'est la même armée. Kenina, la cité ici, a fait plusieurs prouesses, mais nous sommes dans la nostalgie. Nous sommes dans la nostalgie. Si le président de la République est arrivé à dire ses discours devant la jeunesse qui a été interprété à tort et à travers, mais c'est le premier citoyen le mieux renseigné. C'est-à-dire que face à l'agression et face aux minerais stratégiques que nous avons ici, on ne peut pas aller dormir sur nos lauriers. Ça ne peut pas se passer, Amina. C'est qu'il faut déjà penser comment équiper l'armée. Comment préparer l'armée? Quelle sera l'armée congolaise dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Voilà, Cédric Kilina, quel rôle pour les organisations régionales, internationales, dans justement le suivi de cet accord? Bon, nous n'avons pas assez de chance sur ce point-là parce qu'on a tenté avec les organisations sous-régionales. On n'a pas pu avoir un résultat ou des résultats satisfaisants. D'ailleurs, la question devait se poser sur l'existence même de ces organisations, que ce soit régionale, sous-régionale ou à l'échelle du continent. Nous devons d'abord penser à repenser l'organisation structurelle et systémique de ces différentes organisations. Parce qu'aujourd'hui, on sent que l'Union africaine est à bout de souffle. L'Union africaine est dépassée par les événements. Quand vous voyez la partie ouest de l'Afrique, l'AES qui s'est créée, cette organisation des États du Sahel qui regroupe le Burkina, le Niger, mais aussi le Mali, c'est comme une sorte de no man's land qui se retrouve en dehors de l'architecture politique de l'Afrique. Donc, nous devons reprendre les choses à main, faire en sorte que ces organisations reprennent leur efficacité parce qu'elles ne sont plus visiblement adaptées au contexte actuel des conflits qui prennent des dimensions apparemment qui dépassent nos organisations à nous avant d'espérer à une solution. Mais ce qui reste à faire, nous comptons sur jusque-là la maturité des États des uns et des autres parce que les Africains doivent comprendre que
la République démocratique du Congo n'est pas un État agresseur et que l'on doit demander, c'est un schéma qui paraît traditionnel au Rwanda, de quitter les sols congolais. Et s'il y a à négocier, nous avons le plan Trump, le plan économique Trump, un plan d'ailleurs proposé par le chef de l'État de son arrivée à la magistrature suprême et qui revient sous une autre forme et que le Rwanda semble aujourd'hui accepter, en rechignant quelque part un peu, ça c'est vrai parce que la guerre continue dans la partie est du pays. Je crois que ça serait Lucie, le seul canal qui nous reste, nous en tant qu'Africains, pour mettre fin à ces différents conflits. S'il faut compter sur les organisations, à mon avis, moi je pense que ces organisations sont à bout de souffle et c'est plus les personnalités qui sont mis en exergue, qui sont en première ligne dans la recherche de la paix là où il est faut, que ces organisations. Parce qu'on a vu, je pense que c'était l'année dernière ou l'avant, la SADC, que ce soit l'Organisation des États de l'Afrique de l'Est, ils se sont mis ensemble à Dar es Salaam en Tanzanie pour réfléchir sur une sortie des crises en République démocratique du Congo jusqu'au moment où nous parlons. On ne sait pas qu'en est-il de l'agenda proposé, qu'en est-il des résolutions prises. Oui, Cédric, rien n'a été fait. Je reviens sur ma question d'avant, justement, par rapport à ce deux poids, deux mesures, justement. Les États-Unis d'Amérique et les Qatar. Cela illustre à suffisance la faiblesse de nos organisations. Et la réponse est claire, nous ne pouvons plus compter sur ces organisations. S'il faut repenser, il faut penser à repenser ces organisations qu'à continuer à œuvrer dans le même cadre, dans le même format, avec l'inefficacité qui est déjà avérée dans les actions. Le grand Mofwenge, en quoi ce processus de paix peut-il restaurer la confiance entre la RDC et le Rwanda? Non, mais vous parlez de confiance. Parce qu'il y a des accords qui ont été signés. Oui, tout à fait. Et entérinés. Le manque de confiance fait partie des éléments qui font que aucun accord avec le Rwanda ne soit appliqué. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je suis content parce que ma thèse est toujours confortée. J'ai toujours dit ici, c'est nous qui voulons de la paix. Le Rwanda est enfermé dans un bellicisme avec un arrière-fond des revendications territoriales, des fausses crises intercommunautaires. Le Rwanda est droit dans ses bottes. La guerre pour contrôler, si pas couper l'est de la RDC. Alors, cette stratégie change de face à tout moment. On ne va pas y revenir. Est-ce qu'on ne pourra pas parler là d'une duplicité, plutôt, excusez-moi, de la communauté internationale, plus précisément des États-Unis? Oui, mais j'allais le dire, madame, puisque vous parlez des États-Unis. On ne l'a jamais dit. Vous voyez l'accord que Trump a parrainé entre nous et le Rwanda. Bien avant nous, le même Trump a parrainé un accord entre la Thaïlande et le Cambodge. Avec FAST aussi, tel que ça s'est passé à Washington pour nous. Aujourd'hui, allez lire, informez-vous, rien n'est appliqué. C'est pour rejoindre ce que les autres disaient. J'ai toujours fustigé notre extraversion. Nous avons beaucoup cru aux solutions peaufinées par les laboratoires étrangers. J'appelle ça Washington, Doha. Ça n'a rien reproduit sur le terrain. Ça continue. Qu'est-ce qu'il faut au finish? Parce que la vraie question, c'est, après Doha, Washington, Luanda, quelle est l'issue? L'issue, c'est quoi? Souffrez que je vous dise que le succès n'aide pas à réfléchir. Madame, même dans la vie, l'échec est fertile en termes de réflexion. Maintenant, comme disait Cédric Kenina, nous avons tenté avec toutes les organisations régionales et internationales. Nous avons signé des accords. La paix ne revient pas. Nous devons retourner à nous-mêmes. Nous devons nous remettre en question. Ceux à qui nous avons fait confiance n'ont rien fait pour nous. Bref, le Congo doit s'assumer. J'en conviens avec John. La solution passe par la revitalisation des FARDC, les services de sécurité. Mais ce qu'on fait déjà, c'est bon. Mais Cédric parlait de l'armée, des phases ou quoi, mais sous un angle passéiste. Ça, c'est l'armée de la fois passée. Nous voudrions maintenant que le travail de la traque des taupes dans l'armée, entendez par là, des officiers infiltrés,
Messieurs les services qui nous suivent, il faut continuer avec ça. Des officiers qui trahissent la République au front, il faut les extirper de la chaîne de commandement. Même dans les services de renseignement. Parce qu'un État est là pour faire la guerre. Maintenant que les organisations internationales ont échoué, qu'est-ce qu'il faut? Mais ça ne dédouane pas les FARDC de leur raison d'être, madame. Les FARDC se justifient par le fait qu'ils doivent faire face à toute éventualité de guerre. Ils sont payés pour ça. Mais il faut leur donner encore beaucoup plus de moyens. Il faut travailler. Il faut faire la guerre. Nous sommes trahis. Ce n'est pas à moi ici de rappeler encore que le Congo est victime d'un vaste complot international. Ça, c'est classé dans les registres de ce qui est connu. Je n'aime pas pleurnicher. Les Congo nous ne sommes pas dans la guerre, on est agressés par le Rwanda. On n'est pas en guerre. Nous sommes agressés, mais le fait de réagir... Nous sommes en guerre. Mais comment? On nous agresse, nous réagissons. Finalement, qu'est-ce que la guerre? Nous ne sommes pas en guerre, plutôt nous sommes agressés par le Rwanda. Mais ça signifie quoi? Le Rwanda nous agresse. Ça, on ne peut pas refuser. Mais nous restons bras ballants, madame. Nous répliquons. C'est une agression. C'est une agression, mais oui. C'est une agression, en fait. L'image qu'on a, et c'est en toute vérité, c'est une agression unidirectionnelle. Et nous devons arrêter cela. Il faut arrêter ça. Le Congo donne une image d'un fils docile, d'un conformiste face au Rwanda qui agit comme un État voyou, qui consulte personne, et la communauté internationale vient constater que le dégât. C'est comme disent les rebelles. Elle est complice, la communauté internationale. Le président l'a dit devant, je crois, du haut de la tribune de l'ONU. Il a rappelé qu'au risque, il a dit, je crois, je visualisais l'élément lorsqu'il précisait que parmi les États membres de l'ONU, il y a des complices. Lui-même, tu sais, qui est du haut de la tribune, face à ces gens-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Anita, lorsque vous avez des belles filles en famille en tant que papa, vous habitez la banlieue, vous devez prendre toutes les précautions possibles pour assurer l'éducation de vos enfants, filles, belles soient-elles, avec tout le moyen de sécurité. C'est presque, je donne cette image, parce que le Congo est rempli de toutes les richesses. Nous avons aussi des richesses à l'image des belles filles que vous avez comme vos enfants, qui fait attirer l'attention des voisins des X et Y. Donc on ne nous laissera pas en paix, sauf que, comme les amis ont dit ici, il faut investir dans l'armée. L'investissement dans l'armée n'est pas forcément le fait d'avoir revu à la hausse le budget. On peut prendre ce budget avec le détournement, on va encore en détourner. Ce qui fait que l'investissement doit cibler l'homme. L'homme doit être au centre de l'investissement, ces militaires-là, qui est des formations sérieuses. On ne peut pas voir Armitis, c'est Armitis, je crois. Armitis qui vous forme ici, qui forme aussi au Rwanda, qui forme partout, parce qu'il est dans sa profession. Parce que nous devons penser maintenant comment passer par l'autosuffisance. L'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance scientifique, l'autosuffisance, qu'au finalement, qu'on ait la capacité de riposte. Capacité de riposte, on ne peut pas créer des zones tampons au Congo et il n'y a pas de zones tampons au Rwanda qui est l'agresseur avéré. Non, c'est des mascarades. Quand bien même que les experts des Nations Unies, ils présentent le rapport sur le Rwanda, on a trouvé des troupes rwandaises, mais qu'est-ce qu'on fait? La faiblesse du droit international, Nous allons clôturer cette question de l'Est avec toi, justement, John Wabika. La MONUSCO, on va faire le tour de table, la MONUSCO, le mandat de la MONUSCO a été renouvelé. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ça serait la bonne? Elle saura protéger la population dans l'Est de la RDC? Bon, la MONUSCO qui est arrivée, MONUC, d'abord comme force observateur. Après, il y a des missions qui changent. Chaque mandat, ses forces d'interposition. Et puis, nous pensons que la MONUSCO, nous avons droit, parce qu'on est signataire de la charte. C'est bien beau en cas de crise, comme en cas de guerre que nous vivons ici, la guerre d'agression, qui est en fait le concours de tout le partenaire. C'est très bien. Mais sauf que ce qui inquiète, la MONUSCO, en fait, se justifie par le fait qu'elle doit être on fire. Vous avez dit au cœur du conflit. Lorsqu'il n'y a plus de conflit, il n'y a plus la raison d'être, justement, du système des Nations Unies qui est né de la guerre. Le cas de figure de la RDC, qu'est-ce qui a fait en sorte que nos compatriotes qui vivent à l'intérieur du pays puissent demander, je vois plus le Nord Kivu, le Sud Kivu, et de demander le départ de la MONUSCO?
Pourquoi est-ce que cette question a été résolue? Si la question n'a pas été résolue, donc la présence des MONUSCO doit être cette fois-ci très sérieuse sur le terrain. Très sérieuse sur le terrain. Sinon, on aurait tout simplement rien résolu, on aurait tout simplement renouvelé le mandat, on aurait tout simplement donné plus de moyens au personnel MONUSCO. C'est que si le mandat de la MONUSCO est pour traquer les forces négatives, comme c'est écrit sur le texte, neutraliser et faciliter le rapatriement des FDLR, il faut que le médiateur et de tous les accords d'adhésion signés par l'AED, notamment les États-Unis, puissent s'y mettre de plein pied. On ne peut pas laisser tout simplement le chef de MONUSCO qui fait rapport, Antonio Guterres, et que les États-Unis qui est porteur de cet accord, qu'on continue. Anita, on voit de nos enfants de 3 ans, un agresseur qui prend son baïonnette et il introduit dans l'appareil génital d'un bébé de moins de 5 ans pour chercher quoi? Ça veut dire, si cet enfant présentait un danger, vous comprenez déjà qu'au-delà de l'agression, il y a l'extermination de la race. L'extermination de la race. Alors, la MONUSCO, elle est au courant de ça parce qu'elle a un bureau genre MONUSCO qui enquête les violences sexuelles, les VGB et tout ce qu'il y a là, à part le massacre qui est pris en charge, il y a un bureau juridique qui encadre tous ces forfaits, le crime de guerre, le crime contre l'humanité, que ces MONUSCO-là, cette fois-ci, qui viendra sur le terrain, ne peut faire que l'application, la résolution qu'on a trouvée là, le retrait immédiat sans... La résolution 2773. C'est à ça que la MONUSCO, cette fois-ci, devait s'atteler. Parce que les Rwandais sont là. Kagame ne se cache pas, il justifie ça par la présence des FDLR. Est-ce que les FDLR peuvent fatiguer toute l'intelligence du système des Nations Unies pour les déloger ou bien le mettre dans un autre pays autre si au Rwanda il y a l'insécurité? Mais justement, parce que maintenir les FDLR ici, ça nous expose au danger. Tous les accords, c'est que les conditions que le Rwanda donne, c'est souvent les FDLR. Donc la MONUSCO doit venir pour application de cette résolution-là, afin que les troupes rwandaises partent, que nos frères congolais et rwandais continuent à faire leurs affaires comme ils en ont toujours fait, et qu'il y ait ces phénomènes d'infiltration, que c'est terminé. S'il y a un Rwandais qui voulait demander la nationalité congolaise, c'est officiellement qu'on les sollicite et qu'elle soit naturalisée dans des conditions que cette histoire d'infiltration, de tout ça. Voilà. Mais si la MONUSCO venait tout simplement pour sa présence ici, comme on en a vécu, je pense qu'on risque de faire rebondir et le réaction qu'on a vu. Il y a eu plusieurs Congolais qui ont été tués, même à Kasindi, on a vu les forces de MONUSCO qui rentraient des forces. À Kasindi, on a tiré à bout portant par un personnel de la MONUSCO. Mais c'est resté sous silence. C'est vrai que Nina, quand même, c'est une lourde mission, plus de 20 ans sur le territoire congolais. Est-ce que vous pensez, avec ce renouvellement du mandat de la MONUSCO, cette fois-ci, ça sera la bonne? En tout cas, contrairement à John, qui semble optimiste, plus ou moins optimiste face au nouveau rôle qu'on attribuerait à la MONUSCO, moi, je suis sceptique, à l'image des climato-sceptiques qui ne croient pas surtout au changement climatique. Et moi, je ne crois pas à une sorte de métamorphose de la MONUSCO, parce que dans un passé récent, la MONUSCO nous a promis de défendre la ville de Goma. Où en est-on avec ces propos qui nous rassuraient avant l'entrée de l'armée rwandaise dans cette ville? C'est des paroles lancées dans l'air. Et avec quels moyens? Parce que le secrétaire général nous a catastrophés tous en disant que l'M23 était l'armée la mieux équipée par rapport aux armées qui se retrouvent ici en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui aurait changé pendant tous ces temps? A-t-on renforcé l'armement de la MONUSCO pour faire face à la réalité actuelle, au contexte actuel? Parce que si la plus puissante nation entre en jeu pour mettre fin, un terme à une crise des plus vieux, une crise vieille de plus de plusieurs décennies, on parle de 3 décennies,
je pense que les Nations Unies doivent en principe s'adapter, c'est donner les moyens, c'est doter les moyens, parce qu'ils en ont. Ce sont des États contributeurs, dont les États-Unis d'Amérique, tout ça. Mais c'est doter plus de moyens et plus de marge de manœuvre, doter également d'un pouvoir coercitif des acteurs. Nous ne disons pas seulement l'armée rwandaise, y compris également du côté étatique. Si certainement il y aura des éléments incontrôlés qui tenteraient de mettre en mal les processus de paix. Mais sur ce, la MONUSCO doit se donner suffisamment de moyens pour s'affirmer au milieu des protagonistes afin de mettre définitivement fin à la guerre ou de laisser la chance à l'application des accords signés à Washington. Je suis sceptique parce qu'il viendra encore de nouveau pleurnicher sur la ligne de front et battre en retraite et 2 fois s'associer également dans les camps ennemis. On a vu à Goma la manière dont ils se sont séparés avec l'AFCM 23, notamment la brigade avancée de l'armée rwandaise. C'était un ami presque. C'était avec beaucoup de sourires. Donc c'est pour dire que je ne suis pas optimiste, je reste sceptique quant à l'engagement de la MONUSCO dans la crise dans l'est de notre pays. Le chef de l'État, justement, je crois, lors de son adresse aux Nations Unies, avait demandé le retrait progressif de la MONUSCO. Mais qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'ils sont toujours là, ils ne partent pas? Mais ils ne partent pas parce que la conflictualité est continue et que sur terrain, on a décelé certaines faiblesses. Voyez-vous? Mais je ne suis pas optimiste non plus, comme John. Le vrai problème n'est pas de renouveler les mandats de la MONUSCO. Parce que la vérité, c'est quoi? Sans la crise à l'Est, il n'y a pas de job pour la MONUSCO et son personnel. Ah oui. C'est une vérité indéniable. Ah oui. Deuxième niveau de raisonnement, après plus de 20 ans de présence, aucun résultat. Ça signifie que ils sont là parce que la crise est là. Et je vais jusqu'à dire... Ça les arrange. Ça les arrange, au fait. Que les pays soient C'est comme agressés. quelqu'un de la MONUSCO disait à l'époque, c'est quoi? No Kunda, no job. Quelque chose comme ça. No Kunda, no job. Faisant référence à Kunda Batouar. À Kunda Batouar, qui est un chef rebelle. Maintenant que la guerre ou l'agression a pris d'autres dimensions, notamment en termes de tout ce qui a comme conséquence humanitaire, réalisez la résolution 2808 portant prorogation du mandat de la MONUSCO. Le périmètre d'intervention, c'est essentiellement les Nord Kivu. Et pourtant, maintenant, la bellicosité ou l'agression, vraiment, c'est au Sud Kivu, autour d'Ouvira. Et là, le texte dit, les éléments de la MONUSCO iront pour surveiller notamment l'application du cessez-le-feu. Une autre information, peut-être ils vont élargir leur intervention. Les rebelles là de Thomas Lubanga Nituri redeviennent actifs. Que va faire cette MONUSCO? Donc pour que cette MONUSCO puisse réussir sa mission, il faut lui donner des moyens conséquents, comme a dit Cédric. Là, nous prenons Madame Bintou Keïta à l'époque avec ses propos. Les rebelles mieux équipés que l'armée régulière, mieux équipés que... Oui, mais c'est cela. Mais il ne suffit pas non plus d'être équipé, il faut avoir la bonne conscience d'affecter ces moyens aux objectifs pour lesquels la MONUSCO est là. Donc la MONUSCO ne rassure pas tout à fait Madame Anita. Je reviens encore pour dire que les interventions internationales en termes d'organisation, la présence de la MONUSCO, je martèle, ne dédouane pas la mission régalienne de nos FARDC. L'avenir du pays, c'est au niveau de FARDC et de services de sécurité. Tous ces gens-là, MONUSCO, SADC, c'est de la sous-traitance. Ce pays est nôtre. C'est nous qui sommes agressés. Maintenant, regardez, tous ceux qui sont partis d'Ouvira, la présence humanitaire à Bujumbura et dans les pays, les villes voisines. Mais c'est nous qui souffrons. Donc pour les autres, c'est une espèce de job. Donc faisons confiance aux FARDC. Je reviens ici. Purgez-nous cette armée de tous les traîtres. Il faut les traquer jusqu'au dernier retranchement. Non seulement le plaidoyer, mais Adolphe Mouzito vient de rassurer encore que le budget de l'armée
sera revu à la hausse. Milliards de dollars, mais John a raison, il ne suffit pas d'augmenter les budgets. Il faut faire en sorte que ce budget ne soit pas détourné. Mais dans l'entretemps, mais tout à fait, dans l'entretemps, je voudrais dire ceci pour chuter, qu'il s'agisse de l'accord de Washington ou celui de Doha, parrainé par, entre guillemets, la communauté internationale, ce n'est pas appliqué. La communauté internationale doit cesser avec l'hypocrisie. Il faut accentuer ici, je demande, des sanctions contre Kagame et son système. Parce que c'est déjà démontré, on ne va pas revenir sur ça. L'AFCM 23, c'est Kagame. Si ces accords ne sont pas appliqués, John l'a dit, les casus belli, c'est toujours les FDLR. Mais les FDLR sont de Rwandais. Ils ne sont pas des Congolais. On nous a exigé de discuter avec les M23 à Doha. Pourquoi on ne demande pas la même chose à Kagame et ses frères? Ils sont Rwandais, madame, les FDLR. Voilà, Grand Moufoué, nous allons prendre l'autre sujet de cette émission. La reprise par l'État de l'hôpital du Cinquantenaire, à peu plus de 10 ans de gestion privée. C'est le deuxième sujet de cette émission. Il lui est reproché à ce privé la non-rétrocession des 5% des recettes générées, l'absence du versement de l'apport financier de 40 millions de dollars américains. Alors, je reviens justement sur vous. Comment l'État congolais peut-il assurer la durabilité et l'efficacité de ces investissements sur un long terme? Oui, madame, très bonne question, mais c'est ici les lieux de rappeler que la résiliation de contrat entre la firme indienne et l'État congolais, cette résiliation est consécutive au rapport, je crois, de l'IGF, piloté à l'époque par Jules Nguete. L'IGF de l'époque publiait quand même ses résultats, entre guillemets, je ne sais pas ce que fait l'IGF actuel, je referme la parenthèse. Donc, le rapport de Jules Nguete, IGF, avait révélé ce que vous avez dit, c'est-à-dire le manquement de contraintes contractuelles, si vous voulez. On vous cède la gestion de l'hôpital, mais la partie indienne devait reverser 40 millions de dollars. Et puis à chaque recette de l'hôpital, 5% devait revenir à l'État congolais. Autre grief, c'est quoi? C'est le manque d'investissement additif. Donc la partie indienne devait construire notamment, comment on appelait ça, les blocs de cancérologie, les blocs de médecine, télémédecine si vous voulez, et même des cardiologies interventionnelles. Tout ça, c'était prévu dans l'accord. Mais après les rapports d'évaluation de Jules Nguete, rien n'a été fait. Et c'est grâce à la décision du Conseil d'État que ce contrat a été résilié et l'hôpital revient maintenant à l'État congolais. La question, c'est comment assurer la durabilité? Mais l'État congolais doit s'assumer, choisir des bonnes personnes pour fixer les caps. Quelles sont les perspectives par rapport à la question que vous posez? Nous, Congolais, l'État congolais doit continuer dans le sens d'améliorer la qualité des soins, l'accès aux soins, mais aussi la productivité. Parce que le rapport de l'IGF a révélé que, au niveau de l'hôpital du Cinquantenaire, les gros des recettes étaient générés, madame, rien que par la morgue, pas de soins. C'est vraiment une asymétrie. La morgue est fluide, on dépose, mais les soins, tout ça, par rapport au cap, les soins coûtent très cher et ça ne générait presque rien. Voyez-vous? Et pourtant, à l'époque, quand on a inauguré cet hôpital, je crois que c'était sous Joseph Kabila, Félix Kabange Numbi était ministre de la Santé, la philosophie, c'était des soins accessibles aux Congolais moyens. Mais maintenant, qui peut se faire soigner à l'hôpital du Cinquantenaire? Je veux parler de la gestion indienne. Mais pas les Congolais lambda. C'était réservé aux Congolais d'une certaine classe. Donc là encore, c'est un défi pour la partie congolaise. Accessibiliser les soins aux Congolais moyens. Vraiment faire en sorte que la qualité de certains dispositifs soit quand même maintenue, qu'on aille quand même mieux. Parce que maintenant, on est entre nous Congolais. On ne va pas accuser les Indiens, même si ils ont mal géré. Et ces contrats méritaient d'être résiliés au regard de la mission d'évaluation. Pourquoi justement attendre plus de 10 ans pour résilier ce contrat? Oui, parce qu'apparemment, écoutez les chiffres qu'on avance, des 40 millions, on voulait faire de ces centres hospitaliers
un service mobilisateur des recettes. Donc, je pense qu'on était parti sur des très mauvaises bases et aujourd'hui, on se rend compte qu'on doit nationaliser à tout prix cet établissement sanitaire. Et pourquoi avoir attendu autant d'années? Oui, parce que les griefs sont les mêmes. Parce que l'État congolais, visiblement, ne voyait pas les côtés accès des soins de santé pour tous. C'était plus le côté recette que l'hôpital devrait faire. Et le grand Moufoué l'a dit, on s'est rendu compte que c'est plus la morgue et les deuils qu'on organisait dans l'espace cinquantenaire qui faisaient plus de recettes que le soin de santé comme tel. Je crois qu'on doit passer d'une politique du genre business dans le domaine sanitaire à l'apostolat, à chercher à faire en sorte que le soin de santé ne soit pas un luxe comme tel, mais plutôt à la limite un droit inaliénable pour le Congolais lambda. Et je crois cette nationalisation, je crois fermement que c'est dans l'optique notamment, au-delà de garantir une souveraineté sanitaire, parce qu'on a appris à un moment donné que l'un des Indiens, médecins indiens, aurait manqué du respect à l'une des autorités sur place un jour. C'est pour dire que nous avions perdu cette souveraineté sanitaire et c'est entre les mains de nos compatriotes indiens que nous aimons beaucoup parce qu'ils participent énormément à l'éclosion économique de notre pays. Mais cela doit être parfaitement réglementé. Et surtout dans le secteur sanitaire, c'est un endroit où on ne blague pas. Est-ce que l'hôpital du Cinquantenaire a rempli son agenda? Moi, je dirais non, parce que on devrait faire, parce que de la conception, au-delà d'un centre simple de soins, nous devrions avoir en principe un centre de recherche médicale sur place. Et qui dit avoir un centre médical, c'est mettre en valeur, mettre en relief l'élite scientifique locale dans le domaine qui est spécifique de la médecine à travers ces centres. Est-ce que cela a été fait? Je ne pense pas. À un moment donné, c'était l'hôpital le moins fréquenté de la capitale parce que les gens n'avaient pas trop foi, pas trop confiance. On y entrait malade, on en sortait dans les cercueils pour la plupart des cas. Et les gens avaient peur. Non, mais quand même, ça, c'est trop fort, Kenina. Mais justement, si ça se justifie, madame. Non, mais c'est trop fort quand même. On a vécu à Kinshasa à un moment donné. Ça s'est murmuré, les gens les disaient. Et je crois que c'est toutes ces fautes cumulées de la part du partenaire indien ont fait que le gouvernement, à un moment, s'est dit, nous devons prendre la situation à bras-le-corps, essayer de remettre de l'ordre dans la boutique. Et visiblement, c'est ce qui se passe. On nationalise l'hôpital du Cinquantenaire, on ouvre les champs à travers l'accès pour tous aux soins de santé de qualité, parce que à quel coût traverser ça serait à quel traverser coût les battants, le porte-battant là, du Cinquantenaire, c'est être friqué, c'est avoir beaucoup d'argent. La preuve à l'époque, à la triste période de Covid, c'était plus le mieux nanti qui était logé là-bas et on sait ce qui s'est passé pour être pris en charge et les Congolais lambda étaient à la limite séquestrés dans des petits centres de santé et pour en sortir vivants parce que c'était quand même curieux et paradoxal. Les moins nantis en sortaient vivants, les plus riches souvent rendaient l'âme. C'était vraiment paradoxal. Donc nous espérons que les choses vont évoluer dans le bon sens, le fait de nationaliser l'hôpital. John Wabwika, est-ce que cette reprise par l'État congolais va-t-elle nécessiter des réformes ou des mesures de redressement immédiates? Je crois qu'ils font ce qu'ils appellent de redressement progressif. Hein. C'est que j'ai déjà suivi déjà au niveau de l'actuelle dénomination, ça répond à la préoccupation de Kenina.
C'est qu'on est maintenant en face d'un centre, je crois, centre médical universitaire. Ça doit être. Donc ça va également la recherche. Ça doit travailler en relief avec l'université de Kinshasa. Les cliniques universitaires. On a pensé à vous. On a déjà répondu du point de vue dénomination. Donc reste maintenant dans la pratique comment les choses doivent se faire. Des réformes, oui, Anita, c'est impératif. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé à l'hôpital Cinquantenaire, je ne condamne pas directement le chairman que je connaissais personnellement et qui était à la tête de cet hôpital, c'est que par moment, l'État congolais doit penser SMIG. Je voudrais partir sur le facteur motivant du capital travail qui est le ressource humaine. Donc tout le résultat qu'on donne dans un établissement hospitalier ou bien une entreprise partout, c'est le ressource humaine que le capital travail. Lorsque le facteur motivant n'est pas pris en compte, il faut déjà s'attendre à des résultats qu'on pouvait avoir à déplorer ou à désirer. Parce que si vous êtes, ça c'est une parenthèse pour vous donner l'image de ce que je vais dire, si vous êtes à l'arrêt qu'on appelle diplomate, ça fait aujourd'hui c'est 4e jour, hein, il y a des travailleurs congolais qui brûlent de pneus à l'entrée de l'entreprise, qui est juste au coin des diplomates. C'est là où pratiquement les autorités passent. Mais quand on brûle des pneus, qui brûlent sont des Congolais, qui protègent des Congolais, c'est l'État. Il faudrait un moment venir, ça ne peut pas prendre 4 jours. C'est le même phénomène, le traitement, lorsqu'il y a un partenariat entre privé et public. Ce qui intéresse, c'est pratiquement ce que les amis ont dit ici, le recette. Vous voyez, il devait donner à l'État 40 millions de dollars, il devait ceci, il n'a pas respecté. Non, l'hôpital, ce n'est pas le lucre d'abord. C'est un service. C'est un service. Alors, le personnel qui vient congolais, c'est que le traitement est au choix multiple. Parce que l'Indien, il a un autre salaire, le Congolais, il a un autre salaire parce que ça a été compris comme ça. Le SMIC, ce n'est pas dedans. Ceux qui vous accueillent à la réception au niveau traitement sont des Congolais qui travaillent avec des Indiens, qui n'ont qu'un problème. Un contrat mal négocié pendant plusieurs années comme oui, ça. ça peut être bien négocié, mais peut-être l'intérêt du Congolais. Bon, l'expat, qu'est-ce qu'il fait? Il constate. Ce qui vous intéresse, vous monnez la réflexion. Je vous donne la monnaie, alors moi, je vous arrache le droit. Je vous arrache les droits. C'est malheureux. Donc, la réforme doit partir d'abord dans le changement de mentalité. Ceux qui prennent des décisions, ceux qui concluent des contrats, vous ne pouvez pas conclure un contrat sans en assurer le suivi évaluation. Alors, actuellement, si j'ai bien compris, John Wabika, c'est-à-dire on justifie tous ces bazars parce que l'homme n'était pas au centre, l'homme n'était pas motivé. C'est quand même sidérant dans un domaine aussi délicat que la santé, qu'on parle du traitement de l'homme, parce que vous ne m'aviez pas payé convenablement, je vais me mettre à semer le bazar sur place et à semer la mort. Non, Kenina. C'est à un moment donné, il faut entendre il faut bien comprendre, parce que vous prenez l'apostolat. L'apostolat, en fait, ne vient pas ici léser le droit. Parce que dans une entreprise... Non, mais dans ces domaines-là, quand on n'est pas dans ces droits, on ne tue pas non plus. Non, mais personne n'a tué. Personne n'a tué, il faut mettre les gens dans des conditions. Kenina, vous êtes ici parce qu'il y a des facteurs motivants. La primordiale pour être l'information. Pas toujours. Non, s'il vous plaît. On parle d'un domaine spécifique. Mais le domaine d'information... On n'est pas dans le football. Les domaines d'information, c'est aussi un domaine spécifique. On n'est pas dans le football. Si vous mais la santé est quand même délicate. Oui, mais justement, écoutez, qui doit, excusez, on doit bien se comprendre. Nous parlons de l'hôpital du Cinquantenaire. C'est une structure, mais qui est pilotée par les individus, qu'on appelle capital travail ressources humaines. Et dans ce cas d'espèce, il y avait un contrat public-privé. C'est bon? Vous avez dit parfois c'est une spéculation de juger une partie indienne, disant qu'ils ont mal géré. Parce que est-ce qu'on peut prouver à la lettre que les Indiens ont mal géré? Pas Padifker a mal géré. Peut-être pas Padifker, il faut l'écouter, il peut vous donner ses versions des faits. C'est peut-être la part du Congolais, ça on ne voit pas. Mais nous voyons, on croit que c'est une affaire des Indiens, alors que c'était un partenariat public-privé. Nous sommes en train de chuter parce que nous arrivons à la fin de notre émission. Allez-y, je vous accorde quelques minutes. Je passe la parole à Grand Moufoueng et à Cédric. Alors, pour des réformes qu'on doit apporter, comme je dis, si on résout le problème du capital travail, s'il y avait de mécanisation à faire,
il faut le faire maintenant. S'il y avait l'amélioration de salaire qu'il fallait faire pour le ressources humaines, il faut le faire. Deuxièmement, et de réformes qu'il faut apporter, il faut conformer cet hôpital à un programme que j'appelle un programme du salut, qui est la gratuité de la maternité et le soin des nouveau-nés. Parce que lorsque la femme est à terme, on dit azalikolo. Ça fait peur, il y a beaucoup de stress. S'il n'y a pas de moyens, comment ça va se passer? Comme il y a un programme du chef de l'État, si cet hôpital peut être aussi coopté parmi les hôpitaux pilotes de la gratuité de la maternité, ça va permettre justement à faciliter les Congolais qui habitent les périphériques de pouvoir accéder à des soins de qualité, mais aussi avoir, c'est là où j'ai conclu Anita, un personnel qualifié. Dans cet hôpital, on faisait recours à un consultant qu'on appelait docteur mobile, parce que je fréquentais l'hôpital régulièrement. Mais si on peut y avoir, comme on dit, des scientifiques locaux qui sortent des universités de la biomédecine. D'accord, ok, merci. Grand Mufwenge, quel enseignement tirer après la gestion indienne pour améliorer la gouvernance congolaise? Rapidement, nous sommes à la fin. L'enseignement à tirer, c'est en termes de défis. Lorsque Joseph Kabila a inauguré cet hôpital, Félix Kabange Numbi était ministre de la Santé, j'ai retenu ceci. Il était question de faire de cet hôpital une espèce de plateau technique les plus élevés du pays et de la sous-région pour épargner aux Congolais des soins à l'étranger. Mais avec cette résiliation des contrats, il faut retenir que ce cap n'a pas été atteint. Il était prévu, par exemple, 2000 à 3000 consultations, madame, par jour. Le défi qu'il y a là-bas, c'est de continuer l'équipement, c'est de continuer la bonne gestion de l'hôpital, mais surtout l'accès aux soins aux Congolais lambda, mais aussi des soins qui soient de qualité. Cédric Kenina, est-ce que la gestion publique pourrait-elle garantir la continuité et la qualité de soins? Je pense oui. Je crois que ce changement ne doit pas être un simple changement de gestion, ça doit être un virage historique dans ces domaines, notamment pour garantir l'accès des soins de santé pour tous, mais aussi et surtout faire en sorte, car ça je le réponds chaque fois, que nos formations hospitalières fassent l'objet des centres de recherche, une sorte de hub pour que tout ce que nous avons comme scientifique dans ces domaines qui est délicat, parce qu'on en parlait tout à l'heure, puisse avoir du répondant au niveau local, que nous n'abandonnons pas tout entre les mains des expatriés. Donc je pense que c'est un peu cette image, cette nouvelle image que l'État congolais doit nous donner, parce que ces containers, comme je l'ai dit tantôt, franchir la porte, c'est être en contact avec des médecins indiens et être en contact avec un médecin expatrié. Pour nous, dans les psychés des Congolais, c'est toucher à son portefeuille, c'est saigner son portefeuille en termes d'argent. Et là, l'État doit faire en sorte de diminuer les coûts pour que le soin de santé de qualité, on ne parle pas des soins de santé simplement, mais de qualité, soit pour tout le monde. Voilà, cette émission est terminée. Vous avez remarqué qu'on n'a pas eu assez de temps pour débattre notre dernier sujet sur le lancement officiel de la plaque minéralogique. Voilà, j'y arrive. Nous dédions cette émission à nos confrères, nos populations de l'Est de la RDC qui nous suivent. Nous sommes de cœur avec vous. Merci de l'avoir suivi. Je remercie Cédric Kenina à ma gauche. Merci Anita. Kenina. Merci le grand Mufwenge. Merci Anita. Merci John Voabika. Voilà, je vais bien prononcer Voabika. Merci à vous, madame. Merci de l'amitié. Et voilà. Sans oublier Edichala qui était avec nous, qui est allé pour remplir d'autres tâches. Voilà, merci beaucoup. On risque de croire qu'il a disparu autour de la table. Il n'a pas disparu. Edichala est allé pour d'autres tâches. Merci à vous, chers téléspectateurs. Le prochain numéro, c'est le samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.